Si l'on reprend l'exemple des services financiers, au moment où vous lancez une nouvelle application, un nouveau service de carte de crédit, peu importe, un nouveau portefeuille, environ 90% de vos premiers utilisateurs seront des fraudeurs, car ils ont été bannis des services précédents. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Ils voient l'annonce du lancement d'une nouvelle start-up proposant une carte, un portefeuille, peu importe. Et ils se précipitent tous pour voir comment en tirer parti avant que toutes les failles ne soient corrigées. On peut donc s'attendre exactement au même comportement avec l'identité numérique. Les 80% premiers utilisateurs seront des hackers. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle avec Yana Afanasieva, experte en régulation financière, fintech et protection des données. Yana a dirigé des équipes de conformité régionales chez Amazon et PayPal en Europe, où elle a acquis une vaste expérience et une connaissance approfondie des grandes entreprises technologiques. Aujourd'hui, nous voulons discuter des identités numériques. D'autant plus que les Émirats arabes unis ont lancé un projet en ce sens et que les Suisses viennent également de voter en faveur des identités numériques. Est-ce le début d'un futur dystopique ou les risques sont-ils simplement exagérés? Parlons-en. Yana, bienvenue sur la chaîne. Let's discuss. Yana, welcome to the channel. Merci de m'avoir invité. Oui, je pense qu'il est évident que les identités numériques arrivent et qu'elles sont là pour rester. Et j'ai le sentiment que, comme pour de nombreux projets et initiatives, le diable se cache dans les détails. Je voulais donc d'abord présenter ce qui est généralement proposé en Suisse, dans l'Union européenne et également au Royaume-Uni. Très rapidement, je veux dire que tu m'as écrit à ce sujet en disant « Écoute, il y a un problème avec la discussion. Elle est un peu trop binaire. Soit c'est vraiment mauvais, soit ça va être fantastique et tout rendre plus facile. Et il y a plus de nuances que ça. C'est donc là que tu voudrais introduire ce sur quoi tu as travaillé ces dernières années dans les grandes entreprises technologiques, n'est-ce pas? Oui, donc il y a un camp de personnes qui disent « il faut arrêter ça, il faut protester contre. Ce sera terrible car nous serons tous surveillés et ce sera un futur orwellien, dystopique. » Et puis, il y a ceux qui disent « c'est pratique, c'est l'avenir, nous voulons nous débarrasser du papier, ce sera génial, les données seront stockées sur votre téléphone, donc tout va bien, rien à craindre. » Et comme toujours, les deux extrêmes ne nous donnent pas une vision complète, pour ainsi dire. Alors, commençons peut-être par l'idée que si c'est stocké sur votre téléphone, c'est donc sûr. Je pense donc qu'il faut comprendre que ce qu'ils disent réellement, c'est que si les données sont stockées sur notre téléphone, alors la sécurité de nos données équivaut essentiellement à la sécurité de notre téléphone. Et nous savons que, tout d'abord, beaucoup de gens sont un peu négligents dans le choix de leur mot de passe et dans la manière dont ils protègent leur téléphone. Ensuite, il y a les systèmes d'exploitation, les fabricants d'appareils et d'autres applications présentes sur nos téléphones. L'application elle-même sera téléchargée depuis Google Play ou l'App Store. Il y a donc, je dirais, de nombreux intermédiaires et acteurs qui peuvent influencer le niveau réel de sécurité de nos données. C'est la première chose à garder à l'esprit. Oui, c'est vrai que, disons, si je vais en boîte de nuit ou que je m'identifie quelque part, cet échange, ce script ne va pas nécessairement dans une sorte de base de données centrale où il serait enregistré. C'est simplement entre le service et mon téléphone, ce qui est très bien, mais ce n'est pas toute l'histoire, pour ainsi dire. Et pour ajouter à cette discussion, il y a déjà 12 ans, ou peu importe le temps écoulé depuis qu'Ed Snowden a révélé la situation de surveillance,
il était déjà possible de surveiller les informations des téléphones à cette époque. Je pense que les capacités sont devenues plus sophistiquées et non l'inverse depuis ce temps-là. C'est donc la première notion, je dirais, que nous devons comprendre et garder à l'esprit. Un autre aspect important ici est qu'on nous dit que nous, en tant que citoyens, pourrons décider quelles informations seront partagées avec les services, car on nous informe que le gouvernement est l'émetteur de cette solution d'identité numérique. Cependant, il y aurait des validateurs, des vérificateurs et des services non gouvernementaux qui interagiraient avec nous. Et selon de nombreuses lois sur la protection de la vie privée, il faut comprendre que la confidentialité repose entièrement sur le consentement. Si vous acceptez de partager vos données, le destinataire de ces données est en quelque sorte protégé, car vous avez consenti à leur transmettre certaines informations. Cependant, je ne pense pas avoir besoin de rappeler aux gens qu'on nous demande d'accepter tellement de cookies, tellement de fenêtres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Pour donner un peu de contexte politique, en Suisse, il y a quelques années, peut-être 3 ou 4, le gouvernement avait proposé une identité numérique. Ce projet reposait sur le fait que la technologie serait développée par des tiers, puis distribuée ensuite. Il a été massivement rejeté dans les urnes. Le gouvernement est ensuite revenu en disant « Salut tout le monde, d'accord, on a compris la leçon. On ne va pas externaliser ça. Le gouvernement va le faire, le gouvernement va le gérer, et il sera responsable de sa mise en œuvre. Alors vous en voulez ?» Et cette fois, 50,4% ont répondu « Oui, d'accord, allons-y. » Parce qu'au bout du compte, l'idée derrière une identité numérique, c'est d'avoir une version en ligne, tu sais, d'un permis de conduire, ou comme au Japon, ma petite carte d'identité, n'est-ce pas? Si je veux entrer dans un club où je dois prouver que j'ai plus de 18 ans, je montre ma carte. Le type regarde ma photo, se rend compte que d'accord, c'est bien moi. Il vérifie ma date de naissance et décide ensuite, d'accord, tu es autorisé à entrer ou je peux te vendre une cigarette, n'est-ce pas? Tu as le droit d'acheter cela selon les lois du pays. Maintenant, nous voulons la même chose dans le domaine numérique, mais nous détesterions vraiment que ça serve ensuite à réguler l'accès des gens aux services, n'est-ce pas? Et dans l'email que tu m'as écrit, tu as souligné ce point très important. Nous devons faire la distinction entre les usages légitimes de cette technologie et les usages illégitimes, n'est-ce pas? Plutôt que de simplement dire « technologie, oui ou non ». Oui. En fait, c'est un point très intéressant. J'ai vérifié spécifiquement car je suis ressortissant du Luxembourg et avant cela, j'étais ressortissant de Russie. Si vous ouvrez votre passeport, quelque part, il est écrit « Ce passeport est la propriété de cet État ». Oui, donc le passeport n'est pas votre propriété, il appartient à l'État. Et dans le contexte des identités numériques, je ne pense pas que ce soit le bon concept à utiliser, car à mon avis, un meilleur cadre pour comprendre comment une identité numérique pourrait fonctionner serait la notion de service public. Dans ce cas, nous fournirions certaines données à l'opérateur, à l'État, et il devrait nous promettre qu'il les gardera en sécurité. Et si quelque chose tourne mal, disons une attaque informatique ou une autre interruption du service entraînant des dommages, des risques ou tout type d'impact négatif quantifiable pour nous, l'opérateur du service devrait en être tenu responsable. Si nous partons de ce principe, je pense que nous pourrions éliminer, ou du moins atténuer, de nombreux risques ou conséquences potentielles pour les utilisateurs. Nous placerions la responsabilité sur l'opérateur du service, que je suppose être une agence gouvernementale, afin qu'il protège nos données, ne les partage pas de manière excessive et introduise également certains avertissements ou garde-fous concernant
qui peut devenir validateur ou vérificateur, comment l'application fonctionnera et quelles sont les responsabilités des différents prestataires intégrés au service. Donc, en gros, si nous pouvons poursuivre l'opérateur du service pour les dommages qu'il nous cause, il y a de fortes chances qu'il soit plus responsable. C'est la première notion qu'il me semble important de comprendre. Actuellement, ce point n'est pas du tout abordé. Il n'existe même pas de projet de contrat de service que l'on pourrait lire et comprendre. Quelle est la fiabilité du service? Que se passe-t-il s'il n'est pas disponible? Dans quelles circonstances peuvent-ils vous refuser l'accès? Et que se passe-t-il si l'accès est refusé? Dans quel délai doivent-ils réagir et résoudre le problème? Que se passe-t-il si les données sont erronées? Et ainsi de suite. Il n'est pas possible pour le moment d'examiner le contrat de service afin d'évaluer à quel point nos données ou nos droits sont réellement protégés. C'est donc le premier point qui, selon moi, doit être discuté publiquement avant la mise en service. Deuxièmement, j'ai une préoccupation particulière concernant l'utilisation de ces identités numériques comme justificatifs pour accéder à des services financiers et informations médicales. L'idée, qui est présentée publiquement, est que vous pourrez utiliser ces justificatifs pour accéder à des services financiers, ouvrir des comptes bancaires et souscrire des assurances. On retrouve cela dans tous les documents partagés à propos du projet Swiss ID ainsi que dans les initiatives européennes et britanniques. Donc, cela semble bien, mais je pense que, comme il existe de nombreux risques pouvant survenir si l'accès à vos informations financières ou médicales est compromis, si quelqu'un pirate vos données, même si vous avez été imprudent, nous devrions, du moins au début, interdire que ces identifiants soient utilisés par des prestataires de services ou même par des particuliers pour accéder à des informations médicales et financières. Les conséquences sont vraiment cruciales et difficiles à évaluer à ce stade. C'est donc là que je placerai mes inquiétudes et c'est là que je mettrai les garde-fous. Oui, mais ces garanties sont en réalité des garanties législatives, n'est-ce pas? Par exemple, on dirait, d'accord, pour certaines choses, cet identifiant ne peut pas être utilisé, car l'accès à ces services ne doit pas être lié au système d'identification. Sinon, il faudrait échanger des données en permanence. Si l'on prend l'exemple de la situation actuelle, si vous voulez ouvrir un compte bancaire dans la plupart des pays, au moment de l'ouverture du compte, vous devez prouver votre identité. C'est à ce moment-là que vous prouvez à la banque que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et une fois que c'est fait, ils ne consultent plus ces données. Ils peuvent être tenus de les détruire ou de les conserver dans leur dossier. Mais ils ne les vérifient pas à chaque fois que vous accédez à votre compte bancaire, n'est-ce pas? À partir du moment où vous avez un compte bancaire, vous avez ce compte et vous vous connectez via le système bancaire, via le système de la banque, n'est-ce pas? Et ensuite, le service vous est accessible. Maintenant, si nous faisons la même chose dans le monde de l'identité numérique, l'idée serait que l'identifiant serve à ouvrir le compte et qu'à ce moment-là, il soit vérifié, mais que les données soient ensuite supprimées, et que le reste se fasse via le système de la banque. Mais si différents dispositifs sont utilisés, vous devrez en réalité utiliser votre identifiant à plusieurs reprises pour vous connecter. Et c'est là que les données circulent dans les deux sens et qu'un grand nombre de risques apparaissent. Les gens s'inquiètent. Et si le gouvernement disait alors « cet accès est autorisé » et celui-ci ne l'est pas, comme dans un système de crédit social, dans ce cas, votre identifiant cesse de fonctionner et vous n'avez plus accès à aucun de ces services. C'est là que surgissent les craintes d'un scénario orwellien, n'est-ce pas?
Oui, donc il y a une différence, comme vous l'avez justement mentionné, entre présenter une fois votre pièce d'identité pour vérifier que vous êtes bien vous, voici où vous vivez, voici votre nationalité, et ainsi de suite, et l'autre fonction, je dirais, de cette identité numérique qui a été annoncée. Et c'est là que se situent mes inquiétudes. Utiliser cet ensemble d'identifiants pour un accès continu quelque part. Parce que vous avez créé une combinaison d'éléments comme un nom d'utilisateur, un mot de passe, des données biométriques, peu importe. Et ensuite, vous pourriez l'utiliser une fois, ou bien, d'une certaine manière, dire « Veuillez vous souvenir de moi pour un accès futur ». Et alors, vous utiliseriez ces identifiants pour accéder à des services financiers. Et c'est précisément ce que je souhaiterais ne pas voir autorisé pour les services financiers, cet accès continu. Par exemple, dans le cadre du projet européen, plusieurs chercheurs en sécurité ont examiné l'architecture de sécurité de la structure proposée par l'UEBWA et ont soulevé des préoccupations importantes. Ils ont indiqué que ces identifiants ne seraient pas anonymes, ce qui permettrait d'établir un lien entre votre nom et ceux-ci. Et si, pour revenir à ce que nous avons évoqué plus tôt, nous convenons que beaucoup de personnes ne sont pas très prudentes, qu'elles réutilisent leur mot de passe, qu'elles peuvent perdre leur téléphone ou oublier de se déconnecter d'appareils partagés, quel que soit le cas, alors la création d'une copie ou d'un autre ensemble d'identifiants valides mais détenus ou contrôlés par un acteur malveillant pourrait entraîner des connexions répétées, des infractions, des violations, et ainsi de suite. Et donc, le risque est très très élevé. Ce qui est intéressant en repensant à mon expérience chez PayPal, Amazon et de nombreuses autres entreprises qui opèrent dans cet espace en ligne, c'est que les gens honnêtes disent souvent « Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas beaucoup d'argent » ou quelque chose du genre. Ainsi, les gens ne voient pas d'inconvénient à partager leurs informations et pensent que c'est acceptable. Et en réalité, ce concept est largement utilisé pour la prévention et la détection de la fraude en ligne, car on sait que les personnes honnêtes ont tendance à trop partager, tandis que les fraudeurs cachent ou utilisent des techniques de dissimulation spécifiques pour tromper les systèmes. Le problème, c'est que les personnes honnêtes sont majoritaires, nous le savons. Donc, si nous acceptons que les personnes honnêtes soient susceptibles d'être un peu imprudentes, ou du moins peu préoccupées, elles cliqueront partout. Oui, j'accepte de partager. Oui, vous pouvez enregistrer mes données. Oui, pas de problème. Veuillez mémoriser mes identifiants pour une connexion et des achats futurs plus faciles, et ainsi de suite. Les gens ont malheureusement tendance à se comporter ainsi. Et l'idée ici est le genre de, je dirais, dilemme philosophique, le casse-tête philosophique que j'ai personnellement, c'est que d'un côté, il faut reconnaître que beaucoup de gens agissent de cette manière et dire que les prestataires de services devraient d'une certaine façon être responsables de protéger les gens contre eux-mêmes. Mais d'un autre côté, on dirait que nous ne voulons pas d'un État nounou. Nous ne voulons pas dire aux gens ce qu'ils devraient ou ne devraient pas pouvoir faire. Et si quelqu'un décide que c'est son comportement, il n'y a rien que vous puissiez y faire. Je dirais donc que, dans l'espace en ligne, surtout lorsqu'il s'agit d'informations médicales et financières, je me rangerai du côté de ceux qui estiment que certaines garanties et, je dirais, des limitations techniques doivent être imposées. Parce que les gens ne sont pas toujours compétents sur le plan technique et qu'ils privilégient la commodité et les dommages, ainsi que les conséquences négatives, peuvent alors être vraiment, vraiment importants. C'est d'ailleurs la pratique que toutes ces grandes entreprises technologiques appliquent depuis de nombreuses années, car la grande majorité des gens sont bons,
mais ceux qui ne le sont pas le sont vraiment beaucoup. Yeah. Yeah, because the risk is of course that Oui, parce que le risque, bien sûr, c'est que si des tiers mettent la main sur ces informations et commencent ensuite à les obtenir d'autres sources, à les intégrer dans une base de données, à les vendre, alors des gens peuvent commencer à ouvrir des comptes bancaires à votre nom dont vous seriez responsable. Et vous savez, le potentiel de fraude à grande échelle est bien plus important dans l'espace numérique. Simplement parce qu'on peut accumuler énormément de données, n'est-ce pas? Alors qu'avec une carte physique, il faut la carte elle-même, n'est-ce pas? Il faut l'objet. Et si vous la falsifiez ou commettez une fraude, c'est un crime extrêmement grave. fraud, then I mean it's a very, very serious crime, but you can do it with one at a time. Mais on peut le faire une personne à la fois, pas par centaines de milliers, ou potentiellement par millions. Est-ce que c'est ça la principale inquiétude? Non. Désolé. La principale inquiétude des personnes qui ont peur des identités numériques, c'est que le gouvernement en abuse, qu'elle soit utilisée pour nous réguler et nous contrôler, n'est-ce pas? Si vous devez présenter votre identité numérique partout où vous allez, alors quelque part, sur un serveur en arrière-plan, dans une obscure agence gouvernementale, on commence à créer un profil de vous, où cette personne se déplace. Et ensuite, l'algorithme intervient pour déterminer s'il s'agit d'un citoyen au comportement normal ou d'un citoyen au comportement étrange. C'est en quelque sorte le kraken des données du gouvernement. C'est aussi une peur bien réelle, non? Oui, donc cette conversation est d'abord apparue autour du concept de la vie privée dans la messagerie numérique, et peut-être que vous savez, votre public a récemment entendu la discussion entre Lex Fridman et Pavel Durov. Essentiellement, la position de Pavel Durov et de beaucoup d'autres est que si vous autorisez une porte dérobée permettant au gouvernement d'accéder à certaines choses dans un nombre limité de cas, disons pour protéger les enfants, il y a de fortes chances que, tôt ou tard, cette porte dérobée soit utilisée à d'autres fins et avec des intentions qui ne sont pas forcément aussi, disons, nobles que la protection des enfants. Et il en va de même pour l'identité numérique. En ce moment, on la présente ainsi. Vous aurez une application sur votre téléphone et quel que soit l'échange que vous effectuez, quel que soit le script exécuté entre les personnes cherchant à vous vérifier, vos données restent sur votre téléphone. Les gens doivent comprendre qu'il existe des boutiques d'applications capables de pousser des mises à jour vers votre application à tout moment. Et il y a des mises à jour obligatoires qui s'exécutent chaque jour. En somme, vous pourriez mettre à jour l'application et diffuser vous-même une mise à jour sur le téléphone de tout le monde, et elle serait obligatoire. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser votre application ou certaines nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponibles, ou peu importe le cas. Ainsi, une fois que cette application est installée, vous avez très peu de contrôle sur la façon dont elle est mise à jour ou développée, et ainsi de suite. Et il est vrai que dans certains cas, disons qu'il y a une nouvelle pandémie, une menace militaire, ou simplement le chaos général du monde actuel, les choses peuvent changer rapidement. Le gouvernement pourrait facilement décider que tout le monde doit recevoir certaines informations ou que tout le monde doit faire ceci ou reconnaître cela, et puisque cette application est déjà entre les mains des gens et qu'il est possible de communiquer par son intermédiaire, on pourrait y diffuser directement un message. Donc, quelle que soit la manière dont elle sera utilisée, une fois que cette technologie est disponible, il devient vraiment difficile de prévoir ce qui se passera. Ma position ici est que tous ces messages et autres préoccupations liées à la vie privée, nous ne pouvons pas les éviter complètement, car le gouvernement trouvera un moyen de le faire. Cependant, si nous protégeons au moins les informations financières et les dossiers médicaux, nous disposerons de garde-fous autour des données les plus sensibles,
celles dont les conséquences sont les plus importantes. Et c'est une question juridique, n'est-ce pas? Que s'autorise à faire le gouvernement? Ou quel type de loi créons-nous autour de l'identifiant numérique pour définir ce à quoi il peut ou ne peut pas être utilisé? Donc, en un sens, ce n'est pas une question de technologie à ce stade, c'est une question du cadre juridique qui l'entoure et qui devrait nous préoccuper. Oui. Donc, comme je l'ai dit, actuellement, le passeport est la propriété du gouvernement. Techniquement parlant, le gouvernement peut le révoquer. Ce que j'ai remarqué en termes de cadre juridique, c'est qu'il existe une différence entre le concept de propriété et celui de droit. Si l'on réfléchit plus largement à ces deux notions, la propriété ou un bien est quelque chose qui peut changer demain. Il peut être échangé, il peut faire l'objet d'un contrat. Mais un droit est quelque chose qui vous appartient. Il vous est conféré et ne peut pas être retiré. Cependant, d'un point de vue juridique, si l'on compare la violation des droits de propriété à celle des droits humains, il est beaucoup plus difficile de défendre ces droits humains et bien plus facile de défendre ces droits de propriété. Les droits de propriété peuvent être quantifiés, on peut évaluer les dommages, formuler une réclamation tangible, et il existe de nombreux précédents permettant de dire « Voici ce que j'ai perdu à cause de votre mauvais service, de votre comportement inapproprié, ou quelle que soit la situation », et d'obtenir une compensation. C'est pourquoi affirmer simplement que votre identité ou votre vie privée sont vos droits est une bonne chose, mais il est très très difficile de les défendre. Et si nous structurons ce contrat entre nous en confiant nos données à ce service public qui gère notre système d'identité numérique et que nous déclarons que nos données nous appartiennent, alors nous pouvons évaluer les dommages, nous pouvons calculer les pertes, nous pouvons, vous savez, mettre en place un mécanisme pour déterminer combien le gouvernement doit payer ou ce qu'il doit faire s'il veut vous refuser le service. Ont-ils besoin d'une ordonnance du tribunal, d'un certificat de police? Ainsi, nous pouvons organiser les droits et les responsabilités autour de cela un peu plus facilement, plutôt que de simplement dire « Eh bien, c'est votre droit et nous le respecterons toujours ». Parce que le mécanisme d'application est un peu trop abstrait pour la partie sur les droits, malheureusement. Cela ne devrait pas être le cas, mais c'est actuellement la pratique. Oui, et nous avons vu pendant la pandémie, surtout en Europe, avec tous ces codes QR et ces vérifications pour savoir si vous aviez un vaccin ou non, et le fait que cela déterminait si vous aviez accès à certains lieux ou non, à quel point cela peut devenir effrayant si ces notions d'accès et de droit d'accès aux choses deviennent incontrôlables. Mais je veux dire, une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps, c'est de savoir si cette identité numérique présente des différences technologiques fondamentales par rapport à une pièce d'identité physique qui empêcherait la version numérique d'être utilisée de la même manière que la version physique. Je veux vous donner l'exemple d'une autre expérience que la Suisse a réellement menée. Il y a environ 10 ans, la Suisse a mené une expérience dans plusieurs cantons avec le vote numérique. J'en ai fait partie, je m'y étais inscrit. Pour plusieurs des référendums publics que nous organisons régulièrement, je recevais une lettre avec un code d'accès au système. Sur ce système, je pouvais voter numériquement en cochant simplement une case, en l'envoyant, et c'était tout. Le vote était fait. Ils ont arrêté cela dans toute la Suisse. Les expériences ont été abandonnées parce qu'on a jugé que ce n'était pas assez sûr, et il y avait des problèmes fondamentaux qui ont conduit à la décision de ne pas poursuivre. Je peux à nouveau voter maintenant, mais je dois le faire par courrier. Et l'exemple ici,
c'est que lorsque vous votez, vous devez résoudre un paradoxe. Le paradoxe, c'est que votre vote doit être vérifié, qu'il provient bien de vous, une personne ayant le droit de voter, mais il doit aussi rester anonyme. Avec le vote par correspondance, c'est facile à mettre en œuvre. Vous avez le petit bulletin de vote, vous le mettez dans une première enveloppe, vous la scellez, et elle ne porte ni nom ni indication. Ensuite, cette enveloppe va dans une seconde enveloppe, qui contient votre adresse, votre nom, votre signature. À l'arrivée, quelqu'un vérifie l'enveloppe extérieure. Ah d'accord, cette personne a le droit de voter, puis retire l'enveloppe intérieure et la place dans l'urne où elle est mélangée. Ainsi, vous venez de résoudre la quadrature du cercle. C'est désormais à la fois anonyme et vérifié. Dans le monde numérique, on m'a dit que c'était impossible, car une trace numérique subsiste toujours. Les serveurs doivent vérifier d'où proviennent les données. Donc, on ne peut pas avoir un vote anonyme qui arrive en fin de journée dans un système de comptage. Il y aura toujours un risque que quelqu'un puisse retracer le fonctionnement du système. Ou le risque inverse, celui de perdre la trace de savoir s'il s'agissait d'un oui ou d'un non, et de ne plus pouvoir le vérifier. C'est ainsi qu'on me l'a expliqué. Existe-t-il un problème similaire avec les identifiants, où une question fondamentale du monde numérique fonctionne simplement différemment de celle du monde physique? En effet. Pour revenir à votre question, c'est peut-être le bon moment pour partager une sorte de philosophie que j'ai développée à propos du progrès technologique et de ce qu'il signifie pour les gens. Si l'on observe l'évolution technologique, on constate toujours qu'une fois que la technologie crée des raccourcis, par exemple, nous avons des voitures, des machines, cela signifie que nous n'avons plus besoin d'être aussi actifs physiquement. Nous n'avons plus besoin d'effectuer des travaux lourds et pénibles. Pour compenser ces raccourcis, il est judicieux que les humains développent ou maintiennent des activités intentionnelles qui les compensent. Sinon, comme avec les machines, nous pouvons être moins actifs physiquement et perdre notre santé. Il en va de même pour le développement agricole et l'alimentation. Nous devons être intentionnels à ce sujet. Il en va de même pour Internet. Peut-être que nous lisons moins ou que nous ne développons plus notre mémoire de la même manière, ou encore que nous devenons moins capables de discerner la qualité des informations, simplement parce qu'il y en a trop. Donc, je dirais que je suis techno-optimiste, mais je dois aussi rester réaliste dans le sens où chaque progrès technologique est un raccourci, et nous perdons quelque chose que nous pouvions autrefois évaluer ou maîtriser grâce à nos capacités humaines. Et c'est la même chose avec cette identité numérique. Dès que l'on place une identité ou des paramètres d'identité ou un ensemble de justificatifs en dehors de soi, que ce soit sur le téléphone, dans une base de données, peu importe, voire un jour dans un hologramme, on perd une part de contrôle. Cela signifie, à mon avis, que nous devons être extrêmement, ou du moins davantage, vigilants quant à la manière dont nous partageons nos informations et avec qui nous interagissons, plus qu'auparavant. Car chaque commodité, chaque raccourci a un prix. Et avec cette identité numérique, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'une autre analogie pertinente ici est celle des réseaux sociaux. Autrefois, tout le monde était sur Facebook, tout le monde partageait « je prends l'avion ici, je prends l'avion là ». Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Les gens utilisent moins les réseaux sociaux. Les gens disent « j'ai pas besoin de Facebook ». Je supprime n'importe quoi. Donc je pense qu'avec l'identifiant numérique, ce serait presque le même cycle. Certaines personnes seraient ravies, waouh, comme c'est facile, laisse-moi essayer ceci, laisse-moi essayer cela, comme c'est rapide, génial. Et puis, il y aurait probablement quelques incidents de piratage, des plaintes, des atteintes à la vie privée, et les gens commenceraient à se dire « Oh, je dois faire attention maintenant, je ne veux pas que cela m'arrive. »
Donc cela finira par se produire. Peut-être que ce serait en fait une bonne idée de faire appel à des soi-disant hackers éthiques pour voir où se situent les vulnérabilités ou quel type d'incidents liés au comportement humain pourraient être évités par des mesures techniques, et ainsi de suite. Il est difficile de dire exactement où ces incidents ou vulnérabilités se produiraient, mais il y a de fortes chances qu'ils se produisent. Ça puisse souvent faire au début. Si l'on reprend l'exemple des services financiers, au moment où vous lancez une nouvelle application, un nouveau service de carte de crédit, peu importe, le nouveau portefeuille, environ 90% de vos premiers utilisateurs seront des fraudeurs, car ils ont été bannis des services précédents. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Ils voient l'annonce qu'une nouvelle start-up lance une carte, un portefeuille, peu importe, et ils s'y précipitent tous pour voir comment en tirer parti avant que toutes les failles ne soient corrigées. Nous pouvons donc nous attendre à exactement le même comportement avec l'identité numérique. Les 80% premiers utilisateurs seront des hackers. Il y aura des bots, des gens qui testeront le service, des chercheurs, des étudiants dans leur garage, essayant de voir ce qui est possible. Donc oui, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de découvertes, malgré, et beaucoup de failles, c'est certain. Right. So would you D'accord. Alors, es-tu plus inquiet de l'aspect technologique, de la façon dont c'est mis en œuvre, ou plutôt de la législation qui l'entoure? Je veux dire, évidemment, les deux sont importants. Mais lequel te met le plus mal à l'aise? La partie gouvernementale. Parce que la technologie, nous pouvons la corriger, nous pouvons l'évaluer, la retracer, nous pouvons dire, eh bien c'est là que l'erreur de code a provoqué la vulnérabilité, voici comment nous la corrigeons. Cela ne se reproduira plus. Mais avec le gouvernement, surtout en cas de scénario d'urgence, il est plus probable que la normalité du retour d'informations disparaisse. Les choses peuvent être précipitées ou justifiées par cette notion d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Nous l'avons déjà vu et nous le reverrons probablement. C'est donc là que se situent mes principales inquiétudes. Et c'est précisément pour cette raison que je dis que les dossiers médicaux et les services financiers doivent être comme un mur de Chine, complètement séparés du reste. Nous pouvons expérimenter la façon dont nous entrons dans les boîtes de nuit, ou avec la conduite, ou avec d'autres choses, car oui, si ces faits sont connus du gouvernement ou du reste du monde, peut-être que vous ne voulez pas qu'ils sachent où vous êtes allé ou où vous avez dépensé de l'argent, mais au moins ce n'est pas aussi crucial, essentiel ou sensible que la finance et la santé. C'est là que je me situerai pour le moment. Yeah, and would you in my gut feeling is that there should Oui. Et est-ce que tu... Enfin, j'ai le sentiment qu'il devrait y avoir, puisqu'on a parlé des droits et des possessions, que si nous faisons d'une identité numérique un droit pour une personne, ce droit doit toujours exister. Donc si le droit consiste à posséder cette identité numérique, alors tu vois, avoir commis un crime ne devrait pas être une raison pour que le gouvernement dise soudainement « je vais te l'invalider » ou « tu ne peux plus l'utiliser » ou encore « ta voiture ne peut plus démarrer parce que nous en avons décidé ainsi », simplement parce que tu es puni. Non. Donc je veux dire, ce genre de choses doit être encadré au niveau législatif, n'est-ce pas? Les identités ne doivent pas être liées à différents ensembles de capacités des personnes dans la société. Oui. Donc, pour revenir au sujet, je ne sais pas s'il faut que ce soit une loi ou un accord de service lorsque cette plateforme est proposée, et peut-être qu'il faudrait un débat
au niveau parlementaire ou peut-être au niveau du ministère compétent, où des experts pourraient dire « Voici ce qu'il faut faire si votre service a été refusé. Voici ce qu'il faut faire si nous effectuons une maintenance régulière. Voici ce qu'il faut faire si, je ne sais pas, une personne quitte le pays et n'est plus résidente. » Il y a donc de nombreuses nuances à prendre en compte. Mais je me rangerai certainement du côté de ceux qui estiment que la transparence et les avertissements précoces, surtout en cas de refus de service, constituent au moins une bonne garantie, un bon mécanisme pour informer la personne de ce qui va se passer. Si c'est par exemple si vous quittez le pays, si vous êtes en prison, si vous avez commis un crime, quel que soit le cas. Peut-être qu'un exemple intéressant dont on peut s'inspirer est le système de crédit social chinois, car nous en Europe en entendons beaucoup parler. Avant de faire mes recherches, je l'imaginais comme quelque chose de totalement orwellien, où l'on est surveillé en permanence, où le gouvernement sait tout de vous et où il y a un dispositif de reconnaissance faciale à chaque coin de rue, sans aucun endroit pour se cacher. C'était ma compréhension non informée des choses. Mais ce que j'ai récemment découvert, c'est que le gouvernement chinois n'a en réalité pas de système de crédit social du tout. Même lorsque j'ai posé la question à quelques Chinois, ils m'ont répondu « Qu'est-ce que c'est ? Vraiment, on a ça. Où ça ?» On n'avait jamais vu ça auparavant, c'était vraiment intéressant. En réalité, ils ont commencé avec un système que nous avons en Europe, un soi-disant système de crédit, vous savez, un système de notation ou de recouvrement de dettes, comme celui que nous avons en Suisse et dans de nombreux autres pays, ce qui n'a rien d'inhabituel. C'est simplement une base de données recensant les personnes ayant des retards ou des problèmes de paiement. Ensuite, le gouvernement chinois a ajouté quelques autres bases de données. Disons que si vous avez été accusé de corruption, il existe une base de données des procès pour corruption et des décisions de justice. Et si vous en faites partie, vous ne pouvez pas participer à un appel d'offres public. Et certaines personnes qui ont pu être accusées d'autres crimes n'ont pas accès à certains services. Ce sont donc diverses bases de données qui ne sont pas connectées entre elles. Il existe très peu d'informations sur les endroits et les manières dont elles peuvent être utilisées. C'est très sélectif et certainement pas généralisé. Ce que le gouvernement chinois a essayé puis annulé, c'était la composante de reconnaissance faciale. Il l'aurait testé dans certaines villes et dans des projets pilotes, dans quelques provinces, mais cela n'a pas bien fonctionné, alors ils l'ont abandonné. Même eux ont estimé que ce n'était pas bénéfique. C'était trop confus, les données étaient inexactes, polluées, il y avait trop de plaintes, trop de situations embrouillées, donc à l'heure actuelle, cela a en réalité été retiré. Peut-être qu'il y a aussi un peu d'espoir là-dedans. Lorsque le gouvernement essaie de collecter trop de données, trop de détails, trop de nuances, il finit par se perdre et dire « bon, nous n'arrivons plus à gérer, alors abandonnons ». C'est donc aussi une possibilité. C'est possible. Nous devons être prudents chaque fois que nous parlons de la numérisation d'aspects fondamentaux du monde social, la manière dont nous interagissons, ainsi que du monde juridique. Le vote en est un exemple. Les identités numériques en sont un autre. L'argent est le troisième, bien sûr, car ces éléments sont essentiels au fonctionnement des sociétés. Et si nous les numérisons, nous courons des risques extrêmement élevés que nous ne réaliserons peut-être qu'une fois que nous les utiliserons déjà, en constatant que nous nous sommes tiré une balle dans le pied. Pour l'instant, nous vivons encore dans un monde où nous avons un vote physique, des pièces d'identité physique et de l'argent physique. Heureusement, même si la discussion sur leur numérisation est inévitablement en train d'arriver. Et je te remercie beaucoup, Yana, d'avoir effectivement expliqué et présenté un peu ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer.
Les personnes qui souhaitent te suivre ou en savoir plus sur toi, tu m'as dit que le meilleur endroit, c'est LinkedIn. En effet, oui, car je travaille principalement avec des entreprises. Donc LinkedIn est ma principale plateforme, mais je suis aussi active sur X. Très bien, je mettrai les deux dans la description de cette vidéo. Et Yana Afanasieva, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci Pascal. Thank you very much for your time today. Thank you, Pascal.